va être le ragot de toute la cour, de toute l'Europe, de tout Paris. En plus, ce roi, ce futur roi, est mal aimé. Il est mal aimé de son grand-père, Louis XV, qui lui est plutôt un fougueux plutôt qu'un empêché. Et je veux dire qu'il a conscience en fait d'être un roi mal aimé. Et finalement, c'est pas un roi pire que les autres, mais on peut dire que c'est un roi qui commence mal un règne à une époque importante. Il n'a pas eu de chance. Ce qui est amusant dans l'histoire, c'est que c'est le beau-frère qui est arrivé de Vienne, le futur Joseph II, qui est venu dire à son beau-frère, bon maintenant il faut quand même que tu assures, quoi. Donc ils lui ont dénoué l'aiguillette, comme on dit vulgairement, et donc il s'est fait opérer finalement. Il a pu honorer la reine parce qu'il y avait la paix entre la France et l'Autriche. Il faut rappeler que Choiseul, c'était la politique de Choiseul qui avait fait en sorte le rapprochement entre la France et l'Autriche. Et il fallait qu'il y ait un héritier à tout prix pour que cette paix puisse être consolidée. Bon alors c'est parfait. Allez, on passe à la réponse de la question numéro 7. Qui concernait le jugement de Jeanne de La Motte. Tout de suite, vos réponses. Beaucoup de violet, un peu de rouge. La réponse violette, eh bien non, ça n'est pas la réponse violette, la bonne réponse. La bonne réponse, c'est la réponse rouge. Elle est fouettée en public et marquée au fer rouge du V de voleuse. Alors, elle est fouettée en public et marquée au fer rouge du V de voleuse. Fabrice d'Almeida. On aurait pu procéder pratiquement par élimination parce que gracier, c'était pas évident étant donné que l'escroquerie impliquait la reine. La deuxième solution, la guillotine, ben non. Ensuite, il y avait éventuellement l'écartelé, mais l'écartelé, c'est pour les très grands crimes. Et malgré tout, ça n'était qu'une escroquerie. Donc déjà, fouetter et marquer au fer, c'était la logique de l'époque, c'était marquer les corps en espérant qu'en contraignant le corps, on changerait l'âme. C'est un petit peu loin de nos châtiments, enfin j'espère. On passe maintenant à la question numéro 8, la réponse. Quel était le surnom de Marie-Antoinette, la dépensière? Qu'avez-vous répondu? On regarde tout de suite les couleurs. C'est assez bien réparti. Oui. Beaucoup de rouge quand même. Beaucoup de rouge. Rouge et orange. Eh bien, la bonne réponse, c'est la réponse orange, Madame Déficit. On a de très bons résultats, notamment dans l'équipe normande. Alors, je voulais poser une question à Quentin. Louis XVI, Marie-Antoinette, cette période, ça vous inspire? Quelle est votre discipline de choix? Les rois de France. Les rois de France? Donc, on est chez vous. Ouais. Vous apprenez des choses? Oui. Ah, ça, c'est très bien. Parmi les centraliens, est-ce que quelqu'un a envie de réagir pour l'instant au résultat? Je sais pas, tout là-haut. Mélina? En fait, c'est vrai que ce soir, on a beaucoup de questions sur l'histoire de France. Et moi, ma spécialité, c'était plutôt l'Antiquité. Donc, pour l'instant, c'est pas trop tombé dans le mille. Ça va peut-être venir, on va voir. Ça va peut-être venir. Mélina, je rappelle que vous appartenez à l'équipe alsacienne. On continue les réponses. Alors, la réponse 9 concernait le village dans lequel la famille royale a fait étape en 1791. On a les réponses en couleur. Beaucoup de violet, largement. Vous pensez donc, la plupart d'entre vous, que la bonne réponse est Varennes en Argonne? Eh bien non. Désolé. Et non. C'était un piège. C'était un piège. La bonne réponse, c'est la réponse orange, Sainte-Ménéhould, et ils ne sont pas nombreux. Hélène Papadopoulos. Oui, simplement, il fallait faire attention au libellé de la question. Il était bien précisé où Louis XVI avait été reconnu et non pas arrêté. Louis XVI qui voyage avec des faux papiers, qui est un intendant, il est censé être un intendant d'une comtesse qui est dans la berline. Alors déjà, l'intendant, il voyage dans la berline. Donc il y avait déjà une rumeur qui s'était amplifiée. Et donc là, il a faim, Louis XVI, il a un bon coup de fourchette et il commande une omelette de 2 douzaines d'œufs. Bon, imaginez la tête de l'aubergiste. Bon, c'est quand même commun de commander une omelette de 2 douzaines d'œufs. Bon appétit, donc, hein. Oui, bon appétit. Donc, cela étant, effectivement, il a tout fait pour se faire remarquer. Et quand il quitte Sainte-Menehould avec les personnes qui l'accompagnent, donc entre autres la reine et le dauphin, il est évident que Drouet prévient le village suivant et il est arrêté à Varennes en Argonne. Ils sont arrêtés à Varennes. Et donc j'ai bien retenu, on prononce Sainte-Menehould. Sainte-Menehould. Bon, voilà, parce que ça énerve ceux qui y habitent quand on prononce pas, parce que j'ai déjà fait au moins... Les cuisiniers, si on reste dans la cuisine, la spécialité de Sainte-Menehould, c'est les pieds de porc. Les pieds de porc. Voilà. Jacques Marseille, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je crois que c'est ce qu'on peut appeler un tournant de notre histoire quand même. Parce que sans cette fuite à Varennes, peut-être que la France serait aujourd'hui, c'était peut-être le rêve des Français, une monarchie constitutionnelle. Il faut rappeler que l'année précédente, il y avait eu la fête de la Fédération, où il y avait une sorte de réconciliation entre le peuple et son roi. Mais un roi qui devenait étranger à son pays. Et finalement, avec cette fuite, les historiens disent que peut-être il est mort pour la première fois le 20 juin 1791 et a enterré ce rêve d'une monarchie constitutionnelle. C'est vraiment une grande date de notre histoire. On va passer à la dernière réponse de la question numéro 10.
Dans quelle prison Marie-Antoinette est-elle incarcérée en 1792? Attention, les réponses en couleur. Là, il n'y a pas vraiment de mosaïque, là c'est vraiment ou rouge ou jaune quasiment. Il n'y a que 2 réponses violettes. Eh bien la bonne réponse c'est la réponse rouge, la prison du Temple. Et Stéphane Bern est très content. Il a eu tout bon là, je crois. Il a fait 5 bonnes réponses à mon avis. Anthony Rollet. Oui, il y avait là aussi, voilà, on était dans le piège. Là aussi, il y avait un piège, voilà. puisque tout le monde... Enfin, on pouvait penser spontanément à la conciergerie, mais en fait, la prison du Temple était une prison d'État depuis que, justement, les Templiers, qui en avaient fait au XIVe siècle leur palais, l'avaient expérimenté à leurs dépens. Et cette prison avait été transformée après en palais, en abbaye, et il ne restait plus... On croit que c'est une énorme prison. En fait, il ne reste plus qu'un donjon et 4 tours. Ce qui explique qu'elle peut voir à l'extérieur. Et d'ailleurs que, contrairement là aussi à la légende, Marie-Antoinette n'est que le numéro 262 sur la liste d'écrou, ce qui laisse à penser qu'il y avait moins de gens au temple, en tous les cas, qu'on a bien voulu le dire dans la légende. Mais c'est quand même pas une partie de croquet, la période de la terreur. Voilà. Non, du tout. Mais ça fait moins de morts qu'on ne l'imagine. Ça fait moins de morts qu'on l'imagine et que cette légende qui peut aussi rester. Et ça, ce sont les historiens du 19e siècle qui étaient effectivement plus pour Danton, plus pour quelqu'un de plus modéré. On voyait Robespierre comme une brute sanguinaire et ça a duré pendant très longtemps chez les historiens. Gérard, vous nous faisiez des grands mouvements. Vous disiez bonjour à votre femme ou c'est pour nous dire quelque chose? Non, je voulais vous dire que... Non, voilà, Parlez bien dans le micro. Oui, la princesse de Lamballe a été massacrée en septembre 92, mais les massacres de septembre, ce n'est pas le début de la terreur. Alors, nos experts. Alors, nos experts, ils nous disent quoi quand on est mal, là? Est-ce que ça nous arrangerait? Qu'est-ce que vous en pensez, là, plutôt que de rire entre vous? Fabrice Dalméda. Messieurs et mesdames. C'est bon, voilà, c'est la révolution. La tête de Rollet au bout d'une pique. Moi, il a mis la pâtée. On a tellement travaillé sur ces questions, si vous voulez, c'est gentil de nous mettre le... Bon, moi, je veux bien que vous réagissiez, non? Le point d'information que je voulais faire, c'était la comparaison de la terreur et la commune. Bon, c'est simplement, quand on parle victime, c'est-à-dire d'essayer de détruire un peu cette idée que la Révolution n'a fait que couler le sang systématiquement, sans se rendre compte qu'on a des épisodes beaucoup plus sanglants dans notre histoire. C'était juste le but de mon intervention. Est-ce qu'on a d'autres révoltés? Ben voilà, Isabelle Alonso. Non, je voulais juste faire remarquer que c'était peut-être que pendant la terreur, on a tué des aristocrates, alors que pendant la commune, on a tué des ouvriers, des pauvres gens. C'est peut-être pour ça que la mémoire n'a pas été écrite de la même manière. Je sais bien, pas seulement, mais en partie, quoi. C'est peut-être pour ça. Anthony Rollet. Ce sont les vainqueurs qui écrivent l'histoire. C'est tout à fait exact. Et on avait en plus des moyens techniques de tuer, par exemple les fusils et des premières mitrailleuses qui permettaient d'être, entre guillemets, beaucoup plus efficaces. Et ça n'était que le début. Oui. Alors, il y a une petite cocasserie, c'est que la personnalité qui est en tête du classement pour l'instant, c'est le voisin de Stéphane Bern, en l'occurrence Éric Emmanuel Schmitt. Donc, il est très bon, et il est peut-être un peu copieur. Dites-nous, Éric Emmanuel. C'est Marie-Antoinette qui m'a fait tomber avant, puisque j'ai cru que le sein, c'était son sein qui avait donné l'empreinte. Donc, je suis content de m'être rattrapé. Mais Stéphane m'a aidé sur une question. J'aurais dû l'aider sur celle où il est tombé. C'est très drôle, il y a un point qui vous sépare. Donc voilà, il a été généreux, mais pour l'instant, vous avez un point de plus que lui. On va faire un point sur les scores. À la suite de cette deuxième série de questions, la Normandie reste toujours en tête, mais apparaissent déjà dans son sillage Paris-Île-de-France Centre, La Réunion et le Nord-Pas-de-Calais Picardie. Chamboulement en tête de toutes les catégories, de nouveaux leaders apparaissent, mais rien n'est encore joué. Anne Roumanoff est dépassée par Éric Emmanuel Schmitt. Quant au futur vainqueur de la catégorie téléspectateurs, il repartira avec ce cadeau. Le CIC vous offre un séjour à Prague pour 2 personnes. Vous emprunterez le pont Charles et marcherez sur les traces de Rodolphe II, l'empereur alchimiste. C'est à vous. Les jeux SMS, vous savez que de chez vous, vous pouvez jouer avec nous pour remplacer, attention, Yves, qu'est-ce qu'il gagne? Il gagne un écran plat de 107 cm tout de même, ce qui serait plutôt pas mal pour regarder le prochain grand tournoi de l'histoire. Et pour ça, il faut répondre à cette question. Le 16 octobre 1793, se sachant condamnée, Marie-Antoinette écrit une dernière lettre de sa cellule. À qui cette lettre est-elle adressée? Réponse 1,
Madame Elisabeth. Réponse 2, Danton. Vous pouvez appeler au 32 43 ou alors taper 1 ou 2 au 63 003. Le gagnant sera tiré au sort en fin d'émission. Bonne chance à tous. Et nous allons passer à notre troisième série de questions de l'émission. Elles porteront ces questions sur la monnaie. Oui, la monnaie, ça parle à tout le monde. Oh oui, évidemment. ça nous intéresse. Oui. Et alors Yves, si je vous dis frapper la monnaie, ça vous dit quelque chose? Boum, boum, boum. Boum, 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 oui. Ben, on va avoir plus de détails dans le Allons-y. reportage. C'est parti. Paris, face au musée du Louvre, l'hôtel de la monnaie. C'est ici que chaque année, l'État fixe un programme de frappe de monnaie en euros en fonction des besoins de l'économie française. Dovzera en est le directeur. Ce matin, il nous emmène dans l'atelier de gravure. Monsieur Thébault, bonjour. Vous êtes au sein des saints. C'est de là que tout démarre. La première technique de la fabrication de monnaie est ce qu'on appelle la frappe au marteau, c'est-à-dire que ces outillages étaient gravés à la main. Le graveur venait sculpter l'image à reproduire sur la pièce de métal. Donc on met la rondelle de métal, ainsi. Alors on venait coincer sur un billot la partie basse de l'outillage, le monnayeur tenait la partie haute de l'outillage et il frappait au marteau. Cette frappe manuelle est limitée. À la Renaissance, de nouvelles techniques apparaissent. Le roi Henri II va décider une action assez extraordinaire dans l'histoire de France à l'initiative d'un roi. Il va envoyer des ambassadeurs partout en Europe pour voir la concurrence. Et un de ces ambassadeurs, Charles de Marsillac, va découvrir à Augsbourg un orfèvre monnayeur du nom de Max Schwab qui développe la mécanique du balancier. Avec ces techniques, la monnaie est de meilleure qualité, la contrefaçon plus difficile. Sous le règne de Louis XIV, elle est imposée dans l'ensemble du royaume. Le principe, c'est que vous avez une force mécanique qui va venir actionner une roue à vis. Et donc, vous placez les outillages ici, la rondelle de métal au centre, et vous allez venir serrer et faire la frappe. Alors, bien entendu, vous allez avoir une plus grande régularité que celle que vous aviez avec la frappe au marteau. Et donc, au 19e siècle, nous allons passer de cette frappe mécanique à la frappe électromécanique avec des presses comme celle-ci. Aujourd'hui, les presses frappent jusqu'à 800 coups minutes. Chaque jour, 6 millions de pièces sont fabriquées à l'usine de Pessac en Gironde, dont 3,5 millions pour des États étrangers. Fondamentalement, on reste toujours dans un métier d'art, dans un métier de précision, dans un métier manuel, quel que soit l'apport et l'utilité de la machine. Et nous allons commencer cette